L'air côtier, épais du parfum du sel et du jasmin en fleurs, était frais sur ma peau alors que je me tenais sur le balcon de l'appartement en hauteur, surplombant l'étendue chatoyante de la baie d'Aethelgar. C'était la fin de l'après-midi, peut-être 4 heures, et les ombres commençaient à s'allonger sur les toits de terre cuite de la vieille ville en contrebas. 4 heures. 4 heures avant le gala des fondateurs au Grand Athénée, 4 heures avant que le conseil d'administration de Veridian Dynamics n'annonce formellement ma promotion au poste de directrice des opérations. Je reculai de la rambarde, la brise marine agitant doucement la soie de ma robe, et me dirigeai vers la petite table en acajou dressée pour un verre de célébration. Je redressai le petit vase contenant 3 orchidées lunaires d'un blanc ivoire parfait, importées des îles australes éloignées chacune un murmure délicat de dépenses. Elles devaient rester impeccables, tout comme le récit de la soirée. Mes doigts effleurèrent instinctivement le cuir lourd et frais de ma petite pochette, sentant la présence réconfortante des 2 parchemins scellés nichés à l'intérieur. Ma grande stratégie. 3 années de détermination incessante, d'économie méthodique et de positionnement prudent. Dans le premier parchemin se trouvait un acte de fiducie substantiel, établissant un fonds géré de manière indépendante pour toute la vie de mes parents, Elara et Caius. Assez pour sécuriser enfin la villa en bord de mer sur la plage d'argent que maman désignait souvent dans les magazines Coastal Living. Assez pour que papa restaure ce voilier aérien vintage dont il passait tous les dimanches matins à esquisser les plans. Le second parchemin contenait les papiers d'inscription définitifs pour ma sœur cadette, Rhys, lui accordant un apprentissage entièrement financé à la prestigieuse guilde des verriers artisans de la ville septentrionale de Crystalia. Pas n'importe quel atelier, mais celui-là même qui avait lancé les carrières d'artisans dont maman vantait le travail depuis que Rhys avait manié son premier outil en argile à 16 ans. Ce soir, lorsque Marcus Thorne, le vénérable fondateur de la firme, déclarerait mon partenariat devant l'élite industrielle et technologique réunie de Port-Azur, je voulais que ma famille soit assise à cette table réservée. Je voulais qu'ils soient témoins de ce que leur fille, leur sœur, avait enfin forgé. Et je voulais leur offrir la preuve tangible de leurs propres aspirations. Car si je pouvais réaliser leurs rêves, alors sûrement, ils verraient enfin la valeur des miens. Sûrement, ils m'offriraient enfin l'affection profonde et simple que je désirais tant. Mon communicateur de poignet intone pulsations douces et insistantes. Je le pris, m'attendant à un message concernant la disposition des sièges pour le gala ou une mise à jour du trafic près de l'Athénée. Au lieu de cela, une froide angoisse m'envahit. Alerte bancaire. Compte supplémentaire de la Banque Azur se terminant par 719 débité de 4000 crédits au Neon Tide Lounge. Transaction approuvée. Avant même que je puisse traiter le débit, la deuxième notification apparut, un SMS de ma mère. « Chérie, nous ne pourrons pas venir. Rhys souffre d'un profond déséquilibre psychique et a besoin d'une privation sensorielle intensive et immédiate dans un espace sombre et silencieux pour se recalibrer. Nous devons respecter son parcours de guérison. Tellement désolé, mon étoile. Tu comprends. » Je fixai l'écran. Je lus. Puis je relus. Neon Tide Lounge. Je connaissais l'endroit. Une caverne criarde et résonnante à la périphérie des quais, où les jeunes se rassemblaient pour consommer de la musique synthétisée bruyante et des élixirs luminescents bon marché. Ça sentait l'agrume synthétique et la rébellion éphémère. Privation sensorielle intensive ? La contradiction me frappa comme une onde de choc physique. Mon esprit, affûté par des années de stratégie d'entreprise rigoureuse, commença immédiatement à disséquer les incohérences. Rhys a besoin de silence. Rhys a besoin de guérir. Rhys connaît un déséquilibre psychique. Mais le débit a été effectué à 15h52, il y a quelques minutes à peine. Ce qui signifiait qu'ils étaient là depuis le début de l'après-midi. Ils savaient depuis des heures qu'ils ne viendraient pas. Ils ont attendu que la transaction soit réglée, attendu que les fonds soient irrécupérables, pour envoyer le texto. Ce n'était pas une urgence. C'était une excision délibérée. Le sentiment de trahison qui m'envahit ne concernait pas les 4000 crédits. J'avais couvert l'intégralité de la contribution annuelle de la scolarité de Rhys le trimestre dernier. C'était le mépris profond. Le rejet désinvolte et dédaigneux qui disait qu'il préférait dépenser ma monnaie gagnée pour célébrer une soirée bruyante et vide plutôt que de passer 3 heures à reconnaître le sommet de l'œuvre de ma vie. Ils avaient utilisé mes ressources pour fuir loin de moi.
Mademoiselle Liran. Je me retournai. Théodore, le coordinateur événementiel de la réception de l'Athénée, se tenait à une distance respectueuse. Son calme était impeccable, mais je pouvais voir la sympathie soigneusement masquée dans ses yeux. Il m'avait regardé m'affairer autour de cette table pendant la dernière heure. « Doit-on débarrasser la table familiale » demanda-t-il doucement. Je regardai les sièges vides. La table occupait l'emplacement le plus prestigieux, juste à côté de l'estrade où Marcus Thorne se tiendrait pour les toasts. Si les partenaires seniors me voyaient assise seule, ils tireraient des conclusions. Brillante, oui, mais fondamentalement sans soutien. Une femme qui sacrifiait la connexion pour l'altitude, qui ne possédait aucun ancrage réel, aucun sanctuaire au-delà du vernis poli de Veridian Dynamics. Tout ce pourquoi j'avais lutté pouvait être miné par cet espace vide. Des larmes piquèrent derrière mes yeux, mais je les clignai violemment. Je ne pleurerai pas ici. Pas là où le personnel de service pouvait voir, où la nouvelle pourrait filtrer jusqu'à la firme qu'Anya Liran s'était effondrée parce que sa famille n'était pas venue. Je serrai les poings sur mes côtés, la pression de mes ongles contre mes paumes me servant d'ancrage. Non, dis-je, ma voix ferme, résonnant d'une autorité tranquille que je ne me connaissais pas, gardez la disposition exactement comme elle est, l'arrangement le plus estimé que vous ayez. Théodore hocha lentement la tête. Mais retirez la plaque réservée pour Elara et Caius, ajoutai-je. Il marqua une pause, un éclair de compréhension traversant son visage. Bien sûr, Mademoiselle Liran. Immédiatement. Alors qu'il s'éloignait, je vérifiai à nouveau mon communicateur. L'alerte bancaire demeurait, crue sur le crépuscule. Avec des doigts tremblants, j'ouvris l'application bancaire et consultai les détails de la transaction. Neontide Lounge, 4000 crédits. Location de cabine platine, 1500 crédits. Supplément spectacle lumineux cinétique, 1000 crédits. Frais de mixage digi personnalisé, 500 crédits. Dit mixage personnalisé. Ce n'était pas une recalibration. Ce n'était pas une guérison. C'était un spectacle. Une célébration de l'absence. Mon frère ne souffrait pas d'une crise spirituelle. Il se réjouissait sur mon compte privé, probablement entouré des mêmes connaissances transitoires qu'il courtisait toujours, documentant probablement tout sur l'internet avec un hashtag du genre « pas de couvre-feu » ou « vivre ma vérité ». Je sentis un profond changement interne. Quelque chose de dur et de froid se logea à la place de la douleur. Je glissai mon communicateur dans ma pochette, à côté de ces deux parchemins qui me semblaient soudain moins des cadeaux que des reçus. La vue de la baie d'Aethelgar, baignée dans la lueur dorée du couchant, s'étalait devant moi. Dans 4 heures, ce balcon serait rempli des personnes les plus influentes du secteur technologique régional. Et je me tiendrais ici seul, ou je me tiendrais ici avec des gens qui choisissaient de se tenir avec moi. Je sortis mon communicateur une dernière fois et fis défiler le fil social. Quoi dans le vide? La voix de grand-mère Solara grésilla dans la connexion, assez forte pour que je retire instinctivement l'appareil légèrement de mon oreille. Même à 80 ans, ma grand-mère commandait la piéceune héritage de ses 40 années en tant que magistrate en chef du district de Fer, connue pour terrifier les conseillers corrompus jusqu'à leur démission immédiate. Ils sont au Neontide, répétai-je, les yeux fixés sur le registre des transactions. Maman a envoyé un texto disant que Rhys avait un déséquilibre psychique et avait besoin d'un espace sombre et silencieux. Un espace silencieux, le rire sec de Solara résonna. Ta mère a toujours eu l'esthétique d'un phare bon marché et vacillant, mais ceci est une nouvelle profondeur de performance. Le Neontide? Cet endroit est là où les ingénieurs apprentis de 2e année vont pour oublier leur serment. Malgré tout, un petit sourire sincère effleura mes lèvres. Vous connaissez ça? Anya, j'ai présidé le district où ce chantier naval a été construit. Je connais chaque tanière mal ventilée où les promesses vont pour expirer. Maintenant, elle fit une pause, sa voix s'adoucissant légèrement. Pleures-tu? Non. Bien, déclara-t-elle. Ne gaspille pas une seule larme pour des gens qui valorisent les basses grondantes plus que la réussite si durement gagnée de leur fille. Je mets ma cape de velours de minuit. Je serai là dans 45 minutes. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour qui que ce soit. Je me tiendrai à tes côtés. Je t'ai appris que l'excellence est sa propre récompense,
pas une marchandise négociable pour l'approbation familiale. Je serai là. Elle termina l'appel avant que je puisse protester. Je restai là, communicateur à la main, sentant une sensation étrange et solide s'épanouir dans ma poitrine. La douleur était toujours présente, un résidu amer, mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait indubitablement à la libération. Je n'étais pas dans l'illusion. Je ne réagissais pas de manière excessive. J'ouvris l'interface de l'Internet, me disant que j'étais trop prudente, que je faisais une catastrophe. Mais je connaissais mon frère. Je connaissais son besoin incessant de validation externe, sa compulsion à enregistrer chaque moment de sa notoriété éphémère. Il m'a fallu moins d'une minute pour trouver sa diffusion publique. Le voici, mon frère de 22 ans, tenant un gobelet bleu électrique lumineux dans chaque main, la musique synthétisée de la Tide si forte qu'on avait l'impression que mes systèmes internes surchauffaient. Rhys criait à l'objectif, je largue la sœur RDO coincée. Meilleure soirée du cycle. Merci pour la puce de crédit, petite sœur. Il souffla un baiser désinvolte, puis se retourna pour montrer son entourage, au moins 10 personnes, toutes tenant des gobelets lumineux identiques, tout acclamant. La vidéo datait de 28 minutes et avait déjà des milliers de vues. Je la regardai 2 fois, puis une 3e fois. À chaque visionnage, la douleur brute reculait, remplacée par un sentiment de finalité propre et froid. Mépris. Mépris pur et raffiné. Je regardai l'orchidée, ses pétales ivoire parfaits dans la lumière déclinante, puis l'écran montrant mon frère sirotant une boisson qui était probablement composée à 90% de colorants synthétiques et de sucre transformé. Nous habitions des réalités différentes maintenant, peut-être l'avions-nous toujours fait. L'artisanat contre le chaos. J'envoyai le lien à mon assistante exécutive, Juno, puis je l'appelai. Juno, où es-tu ? Dans le hall de réception principal, Mademoiselle Liran, en coordination avec le personnel de l'Athénée. Je suis avec Kael et les analystes juniors. Nous étions en avance. Pourquoi ? Quelque chose ne va pas ? Monte à la terrasse exécutive. Maintenant. Tous. La terrasse exécutive ? Mademoiselle Liran, l'accès est restreint. C'est un ordre, Juno. Il n'y eut qu'une fraction de seconde d'hésitation. En route. Je terminai l'appel et m'approchai à nouveau des orchidées lunaires. Théodore apparut instantanément. Les plans ont changé, Mademoiselle Liran ? Oui, confirmai-je. Cette table n'est plus réservée à ma famille. J'ai besoin de couverts pour 8. Son calme ne vacilla que légèrement. Le niveau de l'estrade principale, Mademoiselle Liran ? Pour les analystes ? Le niveau de l'estrade principale, affirmai-je. Et Théodore ? Rendez les couverts encore plus magnifiques qu'ils ne le sont maintenant. Je veux que cela ressemble à un rassemblement intentionnel de mon cercle rapproché, par une contingence. Un lent sourire de compréhension se répandit sur son visage. Compris, Mademoiselle Liran. Nous allons rendre cela légendaire. Alors qu'il partait, j'ouvris à nouveau mon communicateur, allant chercher 3 ans d'archives financières. Chaque transfert à Elara et Caius. Chaque transaction par carte supplémentaire. Chaque versement pour l'appartement de Rhys dans le quartier des Artisans Saint-Loft qu'il remplissait d'équipements d'enregistrement pour ses vlogs à peine suivis sur le minimalisme, alors que je couvrais le loyer et les services publics exorbitants. Plus de 90 000 crédits par an. Plus de 270 000 crédits en 3 ans. Sans compter les cadeaux. Sans compter les fois où j'ai payé leur voyage ou acheté des fournitures pour leur passe-temps. Je finançais 3 adultes capables, et en retour, ils avaient dépensé 4 000 crédits de mon capital pour organiser une fête célébrant leur liberté loin de moi. J'ouvris ma tablette de calcul et commençai à additionner. 20 minutes plus tard, j'avais ma somme. Plus de 350 000 crédits. L'ascenseur tinta. Juno émergea la première, suivie de Kael et des analystes, l'air nerveux mais excité dans leur tenue formelle. Anya. Juno s'approcha prudemment. Que se passe-t-il ? Je les regardai. Juno, qui m'avait soutenu lors de la tentative désastreuse de fusion Internet, qui s'était une fois physiquement placée entre moi et un journaliste hostile essayant de me coincer à l'extérieur de la bourse de données. Kael,
l'analyste de première année qui avait pratiquement vécu au bureau pour aider à préparer la proposition du projet Morrigan. Tous jeunes, vifs, et profondément investis dans la croyance que travailler pour moi signifiait apprendre la véritable excellence. Ils étaient arrivés en avance. Ils étaient là parce qu'ils le voulaient. Ma famille ne vient pas, déclarai-je. Ce soir, vous êtes assis à la table principale avec moi. Le silence est primordial. L'expression de Junot se durcit presque immédiatement. Où sont-ils? Je lui montrai la diffusion Internet de Rhys. Junot regarda le clip. Son air de confusion initiale se transforma en une fureur absolue et contenue. Elle me rendit l'appareil sans un mot, mais je vis sa mâchoire se crisper. Eh bien, murmura Kael, sa voix calme mais ferme. Leur perte. Plus de nectar stellaire premium pour nous. C'était tellement une réponse de Kael tactless, honnête, et parfaitement chronométrée qu'un rire véritable et sans retenue m'échappa. Le premier de la journée. Oui, convenu-je. Plus de nectar pour vous. À 20h30, la terrasse était transformée. Le soleil s'était couché sous l'horizon, jetant la ville dans un velours indigo profond, les tours de port azur scintillant comme des diamants éparpillés. Des carillons cristallins d'où jouait une mélodie complexe qui rehaussait la conversation plutôt que de l'étouffer. Je me tenais près de la table principale, maintenant parfaitement dressée pour 8, surveillant l'entrée. Junot et les analystes s'étaient dispersés, suivant mon instruction de réseauter et d'établir leur présence. Ils étaient passés d'associés nerveux à professionnels assurés en 1 heure. Grand-mère Solara était arrivée 40 minutes plus tôt, vêtue de sa cape de velours de minuit promise, le tissu chatoyant sous les lumières ambiantes. Elle jeta un coup d'œil à la disposition révisée, donna un seul hochement d'approbation, et procéda à charmer chaque conjoint de partenaire senior présent avec l'aisance pratiquée de quelqu'un qui connaissait la véritable hiérarchie de l'influence. Mon estomac était cependant toujours noué. Marcus Thorne n'était pas arrivé. Marcus Thorne, le fondateur. L'homme qui m'avait dit il y a 6 semaines que j'étais en bonne voie pour devenir la plus jeune CEO de l'histoire de l'entreprise. Anya, m'avait-il dit, tu me rappelles moi-même à ton âge. Visionnaire, inébranlable. Mais n'oublie pas, le vrai pouvoir, c'est de savoir que tu as une base sur laquelle retomber. C'était un traditionnaliste, un pilier de la communauté, marié depuis 50 ans à son amour de jeunesse. Il parlait souvent lors d'événements civiques de la nécessité d'un accomplissement équilibré, la capacité d'ingénierer une percée tout en honorant ses engagements envers la famille et la communauté. Dans mon profil initial pour Veridian, j'avais listé « famille » comme ma principale motivation. Que penserait-il d'un siège vide là où une famille devrait être? Anya. Marcus Thorne se tenait derrière moi. Je me retournai, mon système se préparant à l'impact. Il était plus petit qu'il n'en avait l'air dans son bureau, mais il portait le poids d'une immense autorité. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son costume taillé à la perfection, et ses yeux possédaient l'intensité pratiquée de quelqu'un qui pouvait évaluer un bilan défectueux en un seul coup d'œil. Monsieur Thorne. Merci d'être venu, réussis-je à dire, tendant la main. Il la serra avec une pression ferme et appropriée. Je ne manquerai cela pour rien au monde, Anya. J'étais impatient de rencontrer Elara et Caius. Votre dossier parlait si élogieusement de leur influence sur votre début de vie. Où sont-ils? La question resta suspendue, cristalline et nette. Chaque manœuvre défensive possible traversa mon esprit. La vérité était trop embarrassante. Un mensonge était indigne de moi, et Thorne le verrait immédiatement. Bonsoir, monsieur Thorne. Grand-mère Solara apparut à côté de moi comme un élément architectural se mettant en place, sa voix un contralto riche qui commandait l'attention. Je suis Solara Vance. Je suis la grand-mère d'Anya. Thorne se tourna, un air de surprise respectueuse sur son visage. Mademoiselle Vance. Un plaisir. Les parents d'Anya, continua Solara, son ton impliquant que c'était un détail fâcheux mais finalement négligeable, sont actuellement aux prises avec une crise aiguë soudaine nécessitant un voyage immédiat. Cependant, monsieur Thorne, permettez-moi de clarifier quelque chose de fondamental. Elle se déplaça légèrement, un geste subtil qui la plaça physiquement près de moi. Elara et Caius ont peut-être donné à Anya sa forme physique. Mais c'est moi qui ai forgé son esprit.
Je lui ai inculqué la compréhension que l'excellence n'est pas négociable. Que l'engagement exige de se présenter, même lorsque c'est gênant. Que l'accomplissement est construit sur une cohérence incessante, pas sur la commodité. Si vous cherchez la source de la pulsion professionnelle d'Anya, Monsieur Thorne, vous la regardez. Le silence qui suivit fut profond. Puis Thorne fit quelque chose d'inattendu, il retint son authentique et chaleureux qui attira l'attention de plusieurs invités proches. Mademoiselle Vance, dit-il, ses yeux s'illuminant d'approbation. C'est l'évaluation la plus honnête de la pulsion que j'ai entendue depuis une décennie. Anya, tu es vraiment chanceuse d'avoir une base aussi formidable. Il me donna une brève tape paternelle sur l'épaule et se dirigea vers les autres dignitaires en attente. Au moment où il fut parti, mes genoux menacèrent de céder. Doucement, mon enfant, murmura Solara, me stabilisant avec sa prise. C'était un coup de maître. Et c'était entièrement vrai. Mon communicateur de poignet pulsa à nouveau. Contre mon meilleur jugement, je vérifiai. Une notification Internet. Rhys était passé en direct. Je cliquai sur le lien. La vidéo était granuleuse, filmée sous des lumières à basse fréquence pulsante. Mais je vis tout, Rhys, chancelant, tenant un gobelet lumineux, entouré des enseignes aux néons ringardes de la Tide. Il balbutiait à la caméra, adieu les conversations de salle de conseil étouffantes. C'est la vraie fréquence. Merci à la petite sœur silencieuse d'avoir payé l'addition. Je le regardais trinquer à la caméra, regarder ses amis acclamer, regarder le chaos bon marché et fabriquer. Et au lieu de douleur, je ne sentis qu'une clarté froide et nette. J'envoyai la diffusion à Juno avec une seule note, c'est la vision qu'ils ont choisie. Anya? Il est temps, murmura Juno, apparaissant à mon côté. Je mis le communicateur dans ma poche, redressai les épaules et marchai vers le podium. Je pris une respiration lente et centrée. Merci à tous d'être ici, commençai-je, ma voix amplifiée et claire sur la terrasse. Honnêtement, il y a 4 heures, j'ai failli annuler toute cette célébration. Je laissai la déclaration se déposer. Je vis la confusion se propager au loin. J'ai reçu un message disant que ma famille avait besoin d'une attention immédiate pour une profonde recalibration spirituelle, nécessitant une obscurité silencieuse pour guérir. Je m'arrêtai, laissant le mot guérir flotter dans l'air nocturne. J'étais dévastée. J'ai vraiment envisagé de renvoyer tout le monde chez eux. Je levai légèrement mon communicateur, montrant l'écran. Mais ensuite j'ai vu l'enregistrement de la transaction, 4000 crédits au Neon Tide Lounge. 10 mixages digi personnalisés. J'ai vu la diffusion de mon frère célébrant son absence, me remerciant du capital qu'il a utilisé pour faire la fête. Le silence était absolu. Je tournai mon regard vers la foule assemblée, vers mon équipe à la table principale. J'ai regardé autour de moi, vous tous. Vous êtes venus en avance. Vous êtes restés tard cette semaine pour être ici. Vous avez choisi ceci. Et j'ai réalisé quelque chose de vital, ce siège d'honneur n'est pas réservé à ceux du même sang. Il est réservé à ceux qui ont la même vision. Le silence tint pour un battement de plus, parfait. Puis, Juno commença à applaudir, un son net et rythmé. Kael se joignit à elle, suivi des analystes. En quelques secondes, toute la terrasse éclata en applaudissements, une vague de respect sincère submergeant l'estrade. Je retournai à ma place, croisant le regard de grand-mère Solara. Elle hocha très légèrement la tête, un regard qui contenait plus de fierté que n'importe quelle accolade publique. À la table voisine, l'influenceur, celui que Juno avait repéré plus tôt, enregistrait toujours. Bien. Je me réveillai samedi matin face à une avalanche d'alertes. Pendant un instant, allongé dans mon propre espace silencieux, je craignis qu'une crise d'entreprise n'ait éclaté. Puis je vis la source. Appels manqués et messages frénétiques d'Elara, de Caius et de Rhys. Je ne les lus pas. J'effectuai mon rituel matinal avec un calme mesuré, perfusion de nutriments, méditation focalisée, m'habillant dans la tunique bleu marine ajustée qui me faisait toujours sentir capable de conquérir un secteur. Ce n'est que lorsque je fus complètement prête que je m'assis à mon interface de petit déjeuner minimaliste et ouvris les communications.
La première chose que je vis fut un lien partagé sur l'Internet, une diffusion de Vespera Lux, la chroniqueuse sociale qui était assise près de ma table. 2,8 millions de vues. La vidéo était une juxtaposition magistrale. Elle passait sans couture de mon discours composé à l'Athénée, la terrasse élégante, la direction de Véridian assemblée au flux chaotique et ivre de Rhys du Néon Tide. La légende disait, lignée contre vision, quand ta propre famille rejette le sommet de ton moment pour une beuverie à 4000 crédits. La CO élue mérite mieux que cet étalage toxique de droit. Classe, pas chaos. Les commentaires étaient un torrent. Ils sont incroyables. Qui rate l'annonce de la CO pour cette décharge? Ce frère est sauvage. Couplet, Anya. La grand-mère est le seul membre de la famille qui vaut la peine d'être gardé. Puis la sonnerie commença. Et Lara. Je laissai aller en messagerie vocale. Puis Caius. Rejeté. Un texto de Rhys, Anya, c'est de la folie. Tu dois faire cesser ça. Tout le monde est horrible avec moi à propos des commentaires. Retire la vidéo, maintenant. Je pris une capture d'écran du fil. Puis j'ouvris une ligne directe vers Juno. Moi, Juno, venez 1 heure plus tôt s'il vous plaît. J'ai besoin que vous compiliez de la documentation. Juno, déjà en route, Anya. J'ai vu la diffusion. J'ai aussi compilé les fichiers que vous êtes sur le point de demander. Le classeur Indigo est sur votre espace de travail. Moi, merci. Aussi, commandez un destructeur moléculaire de qualité industrielle pour mon appartement. Livraison vendredi. Juno, compris. Je soupçonne que vous en aurez besoin pour les retombées inévitables. Excellent coup, d'ailleurs. Je terminai la communication, ressentant une vague de gratitude pour sa prévoyance. Puis je consultai les documents que Juno avait déjà précompilés. Le contrat de location du loft de Rhys. Les relevés du compte supplémentaire. L'historique des urgences. J'ouvris une feuille de calcul sécurisée et commençai à saisir les points de données. 350 000 crédits dépensés pour maintenir un style de vie qu'il refusait de reconnaître. Je repris le téléphone. Et Lara appelait à nouveau. Je répondis à la 3e sonnerie. Anya, que les anciens te remercient. Tu dois faire retirer ça immédiatement par Vespera. Sais-tu l'humiliation? Les collègues de ton père s'enquièrent. Tout mon cercle de jardinage demande pourquoi nous avons manqué l'annonce. C'est mortifiant. Et Lara, dis-je, ma voix calme, résonnante. Tu m'as envoyé un texto disant que Rhys subissait un déséquilibre psychique nécessitant une privation silencieuse. Il était dans un lieu connu pour sa pollution sonore et lumineuse excessive. Il cherchait la guérison, Anya. Tu es délibérément obtuse. Il s'agit de ton image. Nous sommes une famille. On n'humilie pas sa famille. Vous m'avez humilié en premier, rétorquai-je, les mots calmes mais définitifs. Vous avez choisi une fête bruyante et coûteuse plutôt que de vous tenir à mes côtés au sommet de ma carrière. Vous avez attendu que les fonds soient dépensés avant d'envoyer un texto. Et maintenant vous êtes contrarié que le public ait remarqué votre choix. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Cria-t-elle. Vous avez soutenu mon flux de revenus, corrigeai-je. J'ai soutenu votre retraite, vos passe-temps et tout le style de vie de votre plus jeune fils. Je suis fatigué de financer le récit qui exige que je reste invisible pour que vous vous sentiez supérieur. Cela se termine samedi. Que entends-tu par Friends? J'organise une réunion de famille. Samedi soir, 19h, à mon appartement. Toi, Caius et Rhys. J'ai un cadeau tardif que j'avais l'intention de présenter ce soir-là. Il est important que nous en discutions en personne. J'entendis la prudence entrer dans sa voix. Un cadeau était une monnaie, une réunion était une responsabilité. Un cadeau? Quel genre de cadeau? Vous verrez samedi. Pouvez-vous venir? Ou Rhys est-il susceptible d'avoir une autre crise spirituelle impliquant de la musique forte? La pique porta. Nous serons là, Anya, dit-elle avec raideur. 19h. Samedi arriva, net et clair.
Je passais la matinée à préparer mon appartement non pas pour dresser une table pour un repas, mais pour aménager un environnement stérile pour une négociation. Le classeur indigo se tenait précisément au centre de la table. À côté, les 2 parchemins scellés. Et près du bord, le déchiqueteur moléculaire robuste, son acier poli brillant sous les lumières de la pièce. Grand-mère Solara arriva à 18h30. Elle examina la sennelle classeur, les parchemins, le déchiqueteur et sourit faiblement. « Tu as bien appris, Anya. Je vais chercher l'hydromel d'obsidienne vintage. Tu en auras besoin. » Nous nous assîmes dans le salon, attendant dans un silence complice jusqu'à ce que le communicateur bourdonne à 19h précises. J'ouvris la porte. Elara fit irruption, vêtue d'une robe formelle et rigide qui semblait inconfortable. Caius suivit, tendu dans sa robe cérémonielle rarement portée. Rhys traînait derrière, maussade, faisant défiler son appareil de poignet. « Anya, ton appartement est si stérile », observa immédiatement Elara, regardant au-delà de moi dans la pièce principale. « Bienvenue, dis-je, fermant la porte avec un clic doux. S'il vous plaît, prenez vos places à table. » Ils entrèrent dans la salle à manger et s'arrêtèrent. La vue de Solara assise au bout de la table, sirotant son hydromel noir et les observant avec une immobilité inquiétante, suffit à arrêter Rhys au milieu de son défilement. « Grand-mère », marmonna Rhys, rangeant son appareil sous la contrainte d'un regard sévère de sa mère. « Assieds-toi », commanda Solara, sa voix remplissant la pièce sans effort. Ils s'assirent, leurs yeux immédiatement attirés par les objets sur la table. Je restai debout. « Je vous ai appelé ici parce que nous devons aborder les événements de vendredi. Ma famille n'a pas assisté à mon gala de promotion. Au lieu de cela, ils ont financé une fête célébrant leur absence. » Elara se hérissa immédiatement. « Anya, nous avons été mortifiés par cette terrible diffusion. Tu dois faire retirer ça par Vespera immédiatement. »« Ta réputation, ma réputation va bien », l'interrompis-je, levant la main. « Vos actions, cependant, ont révélé vos véritables priorités. Je souhaite vous montrer ce que vous avez abandonné. » Je soulevai le parchemin contenant l'acte de fiducie pour Elara et Caius. Ceci représente un domaine tièrement financé et géré vous offrant des voyages internationaux illimités, la villa de la plage d'argent à titre entièrement gratuit, et la sécurité financière à vie. Le souffle d'Elara se bloqua. Caius se pencha en avant, les yeux écarquillés. « Et ceci, dis-je, soulevant les papiers d'inscription de Rhys, est son apprentissage complet à la guilde des artisans de Crystalia. Une voie professionnelle, la stabilité, et le respect que vous prétendez toujours que Rhys mérite. » Rhys se mit à pleurer, des larmes silencieuses traçant des traces de résidus de lumière synthétique de la nuit précédente. « Anya, je suis tellement désolée. Je ne savais pas que c'était autant, vous ne saviez pas parce que vous ne vous souciez pas de savoir, déclarai-je, ma voix vidée de toute accusation, et non sans seulement un fait. Vous avez célébré dépenser mes ressources pour éviter de voir mon succès. Vous m'avez traité d'ATM en face, sur une diffusion en direct. Vous avez choisi le bruit éphémère plutôt que la stabilité durable. » Je plaçai l'acte de fiducie sur la table, juste à côté du déchiqueteur. « Ce document représente 30 ans de mon travail, investi dans votre tranquillité d'esprit. » Je poussai le papier dans la machine. Le vrombissement était fort dans l'appartement silencieux, un son de broyage de finalité. Elara laissa échapper un son étranglé de désespoir. Puis je pris les papiers de Rhys. « Ceci représente un avenir où tu peux construire quelque chose de réel, Rhys. Pas seulement une diffusion éphémère. » Je fis passer les documents dans le déchiqueteur. Rhys laissa échapper un sanglot bref et étranglé. « Qu'est-ce que tu fais ?» réussit enfin à dire Caius, le visage blême. « Tu détruis nos avenirs à cause d'un malentendu ?» Ce n'était pas un malentendu, dis-je, ma voix retrouvant sa force. C'était un choix. Vous avez choisi le Néon Tide plutôt que l'Athénée. Je me contente d'accepter votre choix. Je poussai le dernier document l'avis de cessation complète du soutien financier, effectif immédiatement dans la machine. Nous sommes une famille, Anya, plaida Elara, se précipitant vers le bord de la table. Tu ne peux pas nous faire ça. Je la regardai, la voyant vraiment pour la première fois,
non troublé par le désir de gagner son approbation. La famille, c'est le soutien mutuel, et Lara. Pas la subvention perpétuelle. Vous avez défini notre relation par ce que vous pouviez extraire de moi. Je me contente de retirer la ressource. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau garant pour le bail de Rhys, où il déménage. Ils se levèrent, vaincus, l'illusion du droit brisée par l'acte physique de destruction. Ils partirent dans un silence lourd et blessé. Lorsque la porte se referma, le calme de l'appartement retomba à nouveau, plus profond cette fois, mais infiniment plus propre. Solara se leva de sa chaise, vint à moi et posa une main sur mon bras. Elle n'offrit pas de platitude, seulement la vérité. Tu as enfin établi une limite qu'ils ne peuvent franchir, Anya. Ça fait mal maintenant, parce qu'ils pleurent la perte de leur coussin, pas la perte de toi. Je versai 2 verres d'hydromel d'obsidienne. Nous nous assîmes dans le silence, regardant les lumières de la ville commencer à se brouiller à travers l'humidité grandissante dans mes yeux. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin, mais de libération. J'avais perdu le rêve d'une famille entièrement solidaire, mais à sa place, j'avais trouvé mon propre équilibre, solide et inébranlable, construit non sur leur approbation, mais sur mon propre respect de moi-même. L'avenir était non écrit, allégé, et entièrement mien à façonner.